Bien, rebonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vais vous demander s'il y a un volontaire pour laisser un message dans le chat participant pour confirmer que vous nous voyez et vous nous entendez. On va voir si je vais attendre quand même d'avoir la confirmation de cela avant de démarrer réellement. C'est tout bon, parfait. Bien, eh bien, merci de nous rejoindre cet après-midi. On va laisser un peu le temps. Le nombre de personnes inscrites est en train d'augmenter progressivement. Donc, cet après-midi, nous reprenons avec, pour commencer, avec Élise Dufour, qui est déjà à l'écran avec nous. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à relancer mon... Alors, bonjour à tous également et merci à la Vedite et à Nicolas pour cette invitation et ce colloque un peu particulier bien sûr parce que mené virtuellement mais mené d'une main de maître. Bravo à la Vedite. Bon, je n'arrive pas à le lancer sur mon écran de contrôle, donc je le ferai tout à l'heure pendant que tu parleras. Donc, je suis très heureux d'accueillir Élise, avec qui j'ai l'occasion de collaborer au sein de Cyberlex. Élise, qui a été assez longtemps directrice IPIT chez le cabinet Alain Soussan, Lexing, qui a une formation diversifiée en droit et une formation en école de commerce aussi, et qui aujourd'hui est associée du très beau cabinet Bignon-Lebray, en charge de l'IT et du département données personnelles. Hein, tu me corrigeras si je me trompe. Et qui est présidente d'une association non pas concurrente, mais totalement complémentaire à la FDIT, qui est plus, donc la FDIT est plus ce qu'on a l'habitude d'appeler une société savante, et Cyberlex est plus ce qu'on a l'habitude d'appeler un think tank, un lieu de rencontre avec des professionnels d'un domaine pour essayer de faire avancer les choses. Là aussi, tu me corrigeras éventuellement. Donc, nous allons démarrer cet après-midi. Alors, pour les personnes présentes, il va y avoir un changement. C'est que M. Conseiller Vigneault ne peut pas être physiquement, enfin physiquement, ça ne veut rien dire en ligne, mais présent en live. Je ne trouve pas d'autre mot qu'un mot anglais pour expliquer ça. Présent en live avec nous aujourd'hui parce qu'il a des obsèques. Mais il a enregistré son intervention hier, et donc nous allons pouvoir vous la diffuser finalement à peu près de la même manière, sauf que ce ne sera pas du direct, mais en différé. Pour cette raison et pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, nous avons inversé, et après Élise Dufour, Olivier Guillot de Smart Global Governance, je vais y arriver, Smart Global Governance, et uniquement M. Conseiller Vigneault par la suite. Donc, Élise, je vais te laisser la parole pour donc ce sujet qui a beaucoup fait couler d'encre depuis le début de la crise, avec des positions extrêmement passionnées de part et d'autre. Mais jusqu'à maintenant, à part comme toujours, avec l'exception de Next Impact et de la qualité des articles. Alors, on me demande de monter le son du micro. Donc voilà, je viens de l'augmenter. J'espère que vous m'entendez mieux. Donc, à part peut-être un peu dans Next Impact, mais on n'a pas eu une véritable analyse posée des tenants, des aboutissants, des problématiques qui sont celles de cette application Stop Covid. Et donc, j'ai été enchanté que tu nous proposes de traiter ce sujet dans notre conférence aujourd'hui. Et pour cela, je te cède très volontiers la parole. Merci beaucoup Nicolas. Oui, un sujet assez nouveau déjà évidemment, hein, et passionnant en même temps, puisque c'est la première fois qu'on fait face à une telle crise et que les technologies offrent une possibilité de, en tout cas,
la monitorer, la juguler et d'accompagner les professionnels dans la gestion de cette crise. Peut-être que je ne sais pas si on pourrait lancer le support. Ou je le fais moi. Voilà, parfait. Donc, nous allons traiter pendant une petite demi-heure des constats de l'expérience de l'application Stop Covid. Stop Covid qui ne s'appelle plus Stop Covid puisqu'elle s'appelle maintenant Tous Anti-Covid. Le plan que je vous propose de suivre est assez classique. Hein. Je vais rappeler le contexte de la naissance de Stop Covid, qui est devenu Tous Anti-Covid, et voir les problématiques qui ont pu être soulevées, notamment par la CNIL, les précautions qui ont été prises et un petit état des lieux de l'utilisation de cette application. On ne peut pas analyser l'application Stop Covid ou Tous Anti-Covid sans faire un parallèle avec ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, pour voir les niveaux d'utilisation, les technologies utilisées, les techniques, les données collectées et les résultats qui s'en sont suivis, mais aussi les atteintes aux libertés qui ont été subies par les personnes du fait de cet outil de tracking et de suivi. Donc ces enseignements, on les mettra en balance entre toujours cette difficile évaluation à faire, à savoir si la protection de la vie doit passer avant la protection des libertés. Quel est le curseur à mettre en place dans des sociétés démocratiques comme les nôtres. Et pour terminer, des perspectives intéressantes, non seulement de l'Organisation mondiale de la santé qui a donné des lignes directrices à suivre de façon à mettre en place d'un point de vue éthique ce type d'outils en œuvre, mais également les Nations Unies qui ont diffusé une charte très récemment, la semaine dernière, une charte mondiale dans le cadre de l'utilisation de ces outils. Donc tout d'abord le contexte, la naissance de l'application. Donc la naissance de l'application a été conjuguée avec le début du déconfinement, avec un plan de déconfinement assez clair, basé sur trois fondamentaux, à savoir tester, tracer, isoler. Tester, on ne traitera pas évidemment, isoler non plus. En revanche, tracer, c'est là où les outils technologiques entrent en jeu et permettent de suivre cette épidémie d'une part, mais aussi d'informer les personnes d'un cas contact avec voilà. Donc tester, tracer, isoler, avec donc la possibilité, par le biais d'une application mobile, à télécharger volontairement, de pouvoir être déjà déclaré un cas de Covid positif, mais également d'informer les personnes avec lesquelles on a pu être en contact dans les 15 derniers jours, pour que les dites personnes prennent elles-mêmes des mesures pour se protéger. À côté de ces mesures technologiques, des mesures aussi physiques ont été mises en place, à savoir les brigades sanitaires gérées par la CPAM et Amélie Pro, et ça c'est un sujet qu'on ne traitera pas. Nous, on va s'attacher à la compréhension de l'application de suivi de contact qui a pour mission d'informer la population des zones de risque, de retracer le parcours récent des personnes testées positives et de communiquer aux tiers les contacts récents avec des individus positifs. Donc cette application, au moment où elle a été imaginée par le gouvernement, cette application de suivi de contact a suivi une analyse de la CNIL en France, qui a rendu 2 délibérations et une mise en demeure, pour mémoire. Donc ces 2 premières délibérations ont d'abord eu pour objet de vérifier et d'accompagner le gouvernement
dans les mesures à mettre en place dans l'hypothèse où ce type d'application serait lancé. Cette application qui au début s'appelait Stop Covid et qui a fait l'objet d'une analyse d'impact qui a été analysée et revue par la CNIL lors de sa délibération du 25 mai 2020 et qui a relevé un certain nombre de points en tout cas de vigilance à avoir et dont elle a informé le gouvernement. Elle a rappelé qu'il fallait que cette application soit mise en œuvre dans un protocole sécurisé, c'est le protocole Robert, avec un principe de minimisation des données, tout en respectant la vie privée dès la conception, c'est le principe de la protection dès la conception, que cette application ne pouvait être mise en œuvre que sur la base d'une démarche volontaire, et elle a favorisé la mise en place non pas de la géolocalisation par un système GPS, mais par un système Bluetooth, de façon à ce que les données restent stockées sur le terminal des utilisateurs et remontées au niveau central, au niveau de l'État, pour que l'État puisse redescendre l'information vis-à-vis des cas contacts et les informer de l'existence d'une potentielle infection du fait d'un cas contact. Ce qu'avait relevé la CNIL dans le cadre de sa délibération du 25 mai, c'est qu'elle était inquiète quant au fait que les données collectées n'étaient pas trop importantes. Elle a, dans le cadre de l'analyse d'impact, relevé certains manquements, notamment au regard des sous-traitants ou des destinataires qui étaient potentiellement habilités à avoir accès aux données, mais également, elle a notamment relevé que la remontée de l'intégralité des données d'historique de contact de l'utilisateur au serveur central ne lui paraissait pas appropriée et ne respectait pas ce principe de minimisation des données. C'est ce qui a donné lieu à une mise en demeure contre le ministère de la Santé en date du 16 juillet 2020, qui a donc relevé 4 points qui ont été corrigés par la suite, ce qui explique l'arrivée de cette nouvelle application Tous Anti-Covid, qui a bien veillé à ne collecter que les données strictement nécessaires et pas l'ensemble des données des utilisateurs dans le système applicatif, qui a banni l'utilisation de l'outil reCAPTCHA de Google, qui a entraîné des fuites de données transfrontières qui n'étaient pas conformes au principe de protection des données, puisque réutilisées potentiellement par Google pour d'autres finalités. Et également, elle a pointé du doigt le fait que la liste des destinataires, à savoir l'INRIA notamment, n'était pas exhaustive, qu'il fallait que l'INRIA soit désigné en tant que destinataire pour assurer une information des personnes concernées, et également que le contrat liant l'INRIA au ministère de la Santé était incomplet au regard de l'article 28. Donc, pour corriger ces éléments, une nouvelle application a été lancée, c'est Tous Anti-Covid, de façon à ce que les personnes qui avaient d'ores et déjà téléchargé l'application Stop Covid n'aient pas à mettre en œuvre une mise à jour des corrections qui avaient été apportées par leur gouvernement. Donc quelques chiffres sur Tous Anti-Covid, donc récents, donc sachant que Tous Anti-Covid a été lancé le 23 octobre dernier. Donc les chiffres à date d'aujourd'hui, donc on a 10 millions d'enregistrements de téléchargement de l'application pour 52 000 cas de Covid déclarés et 16 000 notifications. Donc il y a un delta assez important entre, déjà on peut se féliciter du nombre de téléchargements de l'application qui est beaucoup plus important qu'au moment du lancement de l'application. On était sur une moyenne de 2 millions, ce qui était assez faible, et des nombres de cas révélés qui sont encore assez faibles, et des notifications du domaine d'un tiers quant aux cas déclarés. Donc dans la nouvelle version, seules les informations les plus pertinentes, c'est-à-dire lorsque 2 utilisateurs sont restés pendant 15 minutes à moins d'un mètre en contact, sont filtrées au niveau du smartphone, puis envoyées au serveur central. Donc ça, c'est le point essentiel de modification dans la nouvelle version de Tous Anti-Covid.
le rapport, un rapport de la commission d'information sur l'impact de la gestion et les conséquences de la Covid-19 a été publié pas plus tard que la semaine dernière et est assez sévère quant aux mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise. Donc, je me suis attachée uniquement à analyser le bilan de Stop Covid qui a été donc révélé par ce rapport. Et qui compare l'utilisation. On voit qu'il y a un vrai décalage entre l'utilisation de notre application Tous Anti-Covid au niveau français, avec au moment du rapport en tout cas un nombre de téléchargements assez faible. Effectué en Allemagne, par exemple, avec l'application équivalente qui s'appelle Corona Warm App, qui elle a été chargée 22 millions de fois, alors que, comme on l'a dit précédemment, en France, on est à un téléchargement de moitié moins. Et ce que relève, en tout cas au moment de ce rapport, la commission d'information, c'est que eh bien, le coût de cette application est assez important, 6,5 millions d'euros pour uniquement 5000 tests positifs scannés et 346 alertes émises, dont 296 effectivement émises. Les chiffres sont meilleurs, évidemment, puisque les informations datent pour les miennes d'hier, alors que ce rapport a été publié il y a quelques semaines. Mais on peut s'interroger sur les moyens déployés, les atteintes derrière aux libertés du fait quand même de l'intrusion d'une technologie qui vise à mettre en place une surveillance de masse quant aux résultats effectivement obtenus. C'est un point qu'il faut évidemment garder en tête, surtout lorsqu'on compare avec d'autres pays. Le premier pays auquel on pense évidemment, c'est la Chine. La Chine qui a développé, elle, un QR code, elle a développé une technologie visant à tracer les personnes. C'est pas la même logique qui est derrière. Là, on est vraiment sur un principe de géolocalisation et de scoring des citoyens chinois par le biais d'un QR code qui a 3 couleurs, vert, jaune ou rouge, en fonction du droit de circuler ou pas. Et les données qui sont collectées au niveau de l'État chinois sont beaucoup plus importantes, puisque non seulement le numéro de carte d'identité est collecté, mais également les antécédents de voyage, les cas contacts, une obligation de déclarer les symptômes et un principe de géolocalisation de la population, de façon à s'assurer que les personnes qui ont été infectées ou qui sont à risque restent en confinement 7 jours si elles ont un niveau, on va dire, jaune de QR code, de risque, voire 14 jours s'ils sont rouges, c'est-à-dire effectivement infectés. Évidemment, les mesures qui sont mises en place en Chine sont contraignantes, sont obligatoires, là où en France, on est sur une base de volontariat. La quarantaine est également obligatoire et elle est surveillée par le biais de cet outil de tracing, de géolocalisation. Le gouvernement chinois a la possibilité de vérifier que les personnes restent assignées à résidence et le niveau d'efficacité semble en tout cas assez intéressant, puisqu'il y aurait que 86 000 cas déclarés pour 4 000 décès. On met ça évidemment sous réserve de la véracité de ces chiffres. De la même manière, un autre cas qui est intéressant, c'est Singapour, qui, elle, a mis en place un outil de tracing qui s'appelle Trace Together, avec aussi un système de QR code baptisé Safe Entry. Et ce qui est intéressant avec Singapour, c'est qu'il y a eu un glissement au début sur une base de mise en œuvre facultative, mais seulement 20% de la population a joué le jeu, et c'est pour ça que Singapour a rendu également cette application obligatoire, avec une collecte de données assez large, les coordonnées, les cas de contact, les symptômes, également la géolocalisation. De la même manière, avec une obligation de rester en quarantaine pour les cas
pour les personnes infectées. Et là aussi, les chiffres sont intéressants. 52 000 cas déclarés pour 29 décès. Encore plus intéressant, c'est le cas de la Corée du Sud, avec un système très efficace par le biais d'un outil mobile, mais pas uniquement, avec un système de croisement de données avec les cartes de crédit et les caméras de surveillance. Donc on voit qu'il y a un niveau d'intrusion plus important dans la vie privée et dans la vie des citoyens pour assurer et pour juguler cette gestion de la crise. Mais le cas de la Corée du Sud est pris aujourd'hui comme exemple, même si les mesures qui sont et les données qui sont collectées sont extrêmement larges, on voit, hein, c'est la nationalité, sexe, âge, lieu de visite médicale, date de contamination, géolocalisation, avec des mesures contraignantes très fortes, puisque le fait de ne pas respecter la quarantaine est passible non seulement d'une peine d'amende, mais également ou de travaux forcés. Mais le nombre de cas, on voit, est assez faible, et un nombre de décès également assez faible, tout comme le cas de Taïwan, qui est aussi un cas qui est pris en exemple, avec un chatbot, une technologie supplémentaire, une communication avec les personnes concernées, auxquelles s'ajoute la géolocalisation, les données d'itinérance, également la vidéosurveillance, et petite originalité, une intégration d'informations des données collectées auprès de l'Agence nationale de l'immigration et une interconnexion entre les fichiers d'assurance maladie et les données de l'Agence de l'immigration. Les données sont équivalentes à celles de la Corée du Sud et des sanctions également très lourdes en cas de non-respect des mesures de quarantaine. Donc l'ensemble de ces exemples qui sont plutôt bien sûr qui concernent plus l'Asie sont intéressants, mais sont aussi révélateurs de risques au terme des droits et libertés fondamentales. Et ça a été révélé par le rapport Verisk Mapplecroft, j'espère que je n'écorche pas ce nom, dans le dernier rapport de Human Rights, où il est fait un focus particulièrement sur l'Asie quant au risque du fait de l'introduction de cette nouvelle technologie au regard des droits et des libertés fondamentales des personnes. Et il est notamment indiqué dans ce rapport que certains États ne vont sans doute pas revenir sur ces nouveaux pouvoirs abandonner des outils de surveillance de masse une fois la pandémie terminée. Donc on voit avec cette cartographie que le niveau de risque est extrêmement élevé dans toute la zone Asie quant aux droits et libertés des personnes. Et ce qui est plus inquiétant, et c'est ça aussi le risque de la mise en œuvre de ce type de technologie, c'est une fois qu'une population est habituée à l'introduction d'une technologie de surveillance de masse, elle s'en accommode et elle l'accepte et voit ses libertés potentiellement réduites d'autant et ce pour protéger évidemment la vie et dans des contextes d'urgence sanitaire particuliers, mais qui, une fois ces contextes terminés derrière nous, ne garantissent pas que les outils mis en œuvre ne seront plus utilisés à des fins de surveillance. Donc, quels enseignements peut-on tirer de ce premier panorama, de cette première expérience qui n'a que à peu près 6 mois d'existence quant à nos droits et nos libertés? Eh bien, la CNIL, lorsqu'elle a été auditionnée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, a rappelé 2 convictions, je pense qu'il faut garder en mémoire, qui sont essentielles. C'est que même si on est dans un contexte de pandémie et de crise sanitaire et d'urgence sanitaire, on ne peut pas faire l'économie du respect des lois et notamment du RGPD. Elle rappelle également que le RGPD ne s'oppose pas par principe à la mise en œuvre de telles solutions, sous réserve que des garanties soient mises en œuvre et que les principes fondamentaux rappelés par le RGPD soient respectés. Et ce, pour garantir une confiance,
pour qu'il y ait une acceptabilité sociale et également pour sécuriser ces collectes de données. Elle rappelle également quelque chose qui, je pense, est très juste, c'est qu'il n'y a pas de solutionnisme technologique. C'est-à-dire que la technologie n'a pas vocation, ne suffira pas à régler tous les problèmes. Pour la CNIL, ce point est d'autant plus important à garder en mémoire que à date, il est très difficile d'évaluer le bénéfice de cette technologie et de voir si la mise en œuvre de ces technologies était nécessaire au regard de la légitimité des traitements effectués pour sa proportionnalité au regard des finalités visées et si la pertinence des traitements des données qui sont mis en œuvre justifie une telle intrusion et une telle, on va dire, ingérence dans nos libertés et dans des outils de surveillance très puissants. Elle rappelle également que, eh bien, il n'y a pas que le contact tracing qui existe en termes de technologie. Il y a d'autres outils type les caméras thermiques, la reconnaissance faciale, les drones, les réseaux sociaux, le GPS, et que l'ensemble de ces outils doivent faire l'objet des mêmes attentions et des mêmes questionnements en termes de liberté, sachant qu'il y a toujours cet équilibre à trouver entre intrusion et utilisation des données en restreignant ou en tout cas en s'ingérant dans la vie privée des gens et le bénéfice qu'on peut en retirer. L'exemple intéressant à ce titre est celui de la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État dans une décision de juillet dernier, a été amené à évaluer si la mise en place de drones par le préfet de Paris, par le préfet l'allemand, était justifiée au regard du but poursuivi, à savoir le respect du confinement. Et le Conseil d'État, qui a cassé la décision du tribunal administratif, est très clair et rappelle que les mesures qui visent à limiter l'exercice des droits et des libertés fondamentales doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adéquates et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Et en l'espèce, le Conseil d'État considère que, au regard du traitement des données qui est effectué par le biais des drones déployés au-dessus de Paris, permettant de zoomer sur les populations et ne se contentant pas de pouvoir monitorer des masses, il y avait un traitement de données personnelles et que ce traitement de données personnelles n'était pas licite car ne respectant pas les principes du RGPD qui aurait nécessité une information des personnes concernées et une possibilité de s'y opposer. Donc, les drones ont été interdits et c'est, je pense, une bonne décision. Pour revenir, mais pour voir qu'il n'y a pas que les applications de type tracing qui peuvent être déployées. Il y a d'autres technologies qui sont tout aussi intrusives et en tout cas dangereuses au regard de nos libertés. Concernant les données de localisation et cet outil de tous anti-Covid, pour permettre son déploiement, la CNIL a rappelé qu'il fallait que cette technologie s'inscrive non seulement dans le respect de la directive e-privacy, mais également du RGPD. Et pour ce, les finalités mises en œuvre, à savoir de cartographier, de pouvoir respecter les mesures et suivre les cas contacts, devaient nécessairement s'inscrire dans cette obligation tant prévue par la directive e-privacy que le RGPD. Les grands principes à respecter sont les suivants. Le premier, c'est la limitation des finalités. Cet outil ne peut être mis en œuvre que sous réserve que la finalité soit limitée et qu'il n'y ait pas de possibilité de réutilisation de ces données dans un autre contexte ou une fois le contexte sanitaire rétabli. Une analyse d'impact également.
pour évaluer son caractère adéquat, nécessaire et proportionné. Et sur cet aspect-là, la CNIL a rappelé qu'elle était réservée, qu'elle s'interrogeait sur le fait que cet outil était vraiment adapté, nécessaire, notamment quant à son acceptation sociale et au fait que l'ensemble de la population n'était pas forcément équipée de smartphones et que la mise en œuvre d'un tel outil n'était peut-être pas risquait de ne pas être efficace. Et l'avenir, et en tout cas l'histoire plutôt, a démontré que la CNIL n'avait pas tort, puisque le nombre de téléchargements reste assez faible. Pour que l'outil soit efficace, il faudrait que son téléchargement soit de l'ordre de 60% au niveau de la population française, ce qui n'est pas le cas. Le nombre de cas, en tout cas, qui ont été répertoriés et le nombre de notifications effectuées reste assez faible. La CNIL rappelle également qu'il est absolument nécessaire de rester sur un principe de volontariat, que les données collectées ne peuvent être que anonymisées, ou en tout cas pseudonymisées, qu'il ne peut pas y avoir de géolocalisation, et que le principe du stockage des données doit être sur le terminal de l'utilisateur, par le biais d'outils type Bluetooth, et pas par des outils type GPS. Et ce, pour minimiser le nombre de données collectées et respecter également la vie privée, tout en respectant évidemment un principe de transparence, de sécurité et d'information des personnes concernées. Tu as terminé? Pas tout à fait terminé. Je n'entendais plus, c'est pour ça. J'essaie de faire avancer la présentation, mais ça ne marche pas. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas pourquoi ta présentation n'avance plus. Ah, voilà. Alors, tu es quelle page? J'ai trouvé un moyen de contourner l'obstacle, mais je ne sais plus où tu en étais exactement, par contre. Alors, juste avant, peut-être, voilà, on va slide d'avant pour voir les trajectoires. Donc, en résumé, on voit qu'il y a deux grands principes qui s'opposent. Un principe de mise en œuvre de mesures technologiques qui sont contraignantes, qui sont obligatoires et qui sont extrêmement intrusives, avec c'est vrai, des résultats qui sont positifs, et ça c'est plutôt le modèle, on va dire, qu'on retrouve en Asie, et notre modèle plus européen, qui est basé sur le volontariat et sur le souhait de protéger la vie privée, et qui démontre que les outils qui sont déployés d'un point de vue technologique, les outils tracing ont certainement leur utilité, mais ne sont pas non plus l'outil suffisant pour en tout cas gérer cette crise sanitaire. Donc c'est quand même pénible. Est-ce que tu veux que je te... Dis-moi sur laquelle je m'arrête, puisque j'arrive à les faire défiler. Ah bah, très bien. Alors, remonte un tout petit peu. Encore une slide, voilà. Donc c'est ce contrôle des masses consentantes qui paraît quand même assez dangereuse à accepter dans nos sociétés modernes. Il faut rappeler que on a 197 pays au total, qu'il y a une vingtaine de pays démocratiques, dont la France fait partie. Et à partir du moment où une technologie est introduite de façon à pouvoir contrôler les masses, les surveiller et les tracer, il faut toujours rester vigilant et prudent quant à la nécessité de mettre en œuvre ce type de technologie, à leur caractère effectif, à leur efficacité,
et au risque derrière, surtout le plus grand risque, je pense, c'est que la population s'habitue à être surveillée par l'État et que demain, on ne sait pas quel type d'État nous gouvernera, qu'un nombre de données extrêmement sensibles, dites particulières au regard du RGPD, soit aux mains de peut-être gouvernements moins bienveillants que ceux qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc c'est en ça qu'il faut rester très 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 circonspect et prudent sur l'introduction de, lorsqu'elles sont aux mains d'État, de technologies pour surveiller les masses. Ce principe-là est bien rappelé par l'OMS. L'OMS, slide suivante, l'OMS et les Nations Unies qui ont tous les deux publié des directives et des éléments, je pense, absolument fondamentaux à regarder lorsque ce type d'outils sont mis en œuvre. Et c'est intéressant de voir que ces deux organisations mondiales se sont intéressées particulièrement au cas de contact tracing, les outils de contact tracing dans le cadre de la Covid-19. Slide suivant. Donc l'OMS a tout d'abord mis en garde sur le fait que ce type d'outils, il fallait évaluer leur efficacité et qu'à date, eh bien, cette efficacité reste inconnue. Elle a rappelé également qu'il y avait d'autres alternatives qui pouvaient être mises en œuvre et que les applications de suivi ne pouvaient pas se suffire à elles-mêmes. C'est finalement la même position que la CNIL. Slide suivante. Et dans ce cadre, elle a mis en œuvre, elle a édicté une quinzaine de grands principes à respecter qui sont intéressants et qui sont ceux qu'on connaît dans le cadre de notre RGPD, à savoir tester et évaluer, un principe de transparence, de rétention limitée, de proportionnalité, une application qui ne doit être mise en œuvre que sur la base du volontariat, un principe de minimisation des données, des finalités déterminées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de ça, l'OMS, elle, prévoit que le meilleur système serait celui d'une gouvernance décentralisée. Elle préconise que, c'est le dernier point, que ce type d'outil ne soit pas aux mains de l'État, mais que ce soit un organisme tiers qui soit désigné pour monitorer ces éléments. Et elle préconise autre élément très intéressant, je pense, c'est la participation de sociétés civiles pour monitorer tout ça et pour avoir l'avis des experts. Les Nations Unies, elles, ont préconisé de mettre en œuvre une charte mondiale de protection des données. Elle a rappelé également les risques qu'il y a à surveiller au niveau des droits et des libertés, que ça pourrait avoir un effet significatif au-delà de la phase initiale de réponse à la crise, et donc il y a un risque d'utilisation de ces outils au-delà de la crise, et donc un risque de violation des libertés et des droits fondamentaux si ces pratiques devenaient des pratiques standardisées. Et le dernier point que je voulais faire sur la slide suivante, c'est tout petit, je suis désolée, c'est qu'elle a mis en place 5 grands principes dans une déclaration conjointe du 19 novembre dernier, où elle a dit les grandes en tout cas mesures devant être respectées si ce type d'outil devait être mis en œuvre au niveau des États, qu'elle soit évidemment licite avec un principe de limitation de la portée dans le temps, vérifier sa nécessité, assurer une confidentialité, une sécurité et une conservation limitée des données et conforme aux objectifs poursuivis, s'assurer que tous les échanges de données respectent le droit international des données personnelles, être soumis à des mécanismes de procédure applicables pour garantir que les mesures prises en œuvre sont effectivement utiles et nécessaires, et rester transparent afin de renforcer la confiance dans le déploiement et les efforts actuels et futurs. Donc, ces grands principes rappelés, on voit qu'il y a un consensus, en tout cas entre l'Europe et les organismes internationaux, type OMS et Nations Unies, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Est-ce que ces outils sont utiles
reste à démontrer. Il faudra en faire la preuve. En tout cas, il faudra rester extrêmement vigilant sur le risque qu'il y aurait à ce que l'État utilise ces données pour d'autres finalités. Et je pense que le deuxième risque, c'est de faire de ces outils une norme, un standard auquel finalement on pourrait s'habituer, et ce qui serait, je pense, très préjudiciable pour nos libertés. Merci beaucoup de ce point. Je précise que ta présentation sera disponible. Je viens de la rendre disponible aux participants, aux personnes qui ont assisté à la conférence. Voilà, je crois que j'ai eu une coupure de réseau. J'espère que je suis revenu. Je suis désolé. Tu m'entends, Élise? Voilà, j'ai dû revenir si tu m'entends. Donc, désolé. Donc, on a eu une coupure du réseau. Je renouvelle mes remerciements pour ton intervention. Et je pense en plus que c'est une intervention qui peut nous servir dans les mois qui viennent, voire dans les années qui viennent, pour comprendre toutes ces évolutions. J'ai vraiment retenu dans ce que tu as dit le fait que on ne peut pas avoir une technologie magique qui va résoudre tous les problèmes. Et on est vraiment entre deux choses qu'il faut absolument s'emparer de toutes les technologies possibles pour résoudre les problèmes, mais sans surévaluer l'effet et l'efficacité surtout qu'elles peuvent avoir. Donc, merci beaucoup. On verra peut-être après, Olivier, s'il y a des questions. Ça va te laisser le temps d'aller regarder dans le chat s'il y a eu certaines questions. Je n'ai pas pu le faire en même temps. Je crois qu'il n'y a pas eu spécialement de questions. On me fait signe. Je vais demander à Olivier, s'il m'entend, d'allumer sa caméra et son micro pour que nous puissions, pour que nous puissions poursuivre. Donc, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là dès le début, nous avons inversé, bonjour Olivier, bienvenue. Nous avons inversé les interventions entre Vincent Vigneault, qui n'est pas avec nous, mais nous allons diffuser une intervention qui a été enregistrée hier, et Olivier Guillot. Alors, je suis très heureux d'accueillir Olivier Guillot pour pas qu'il y ait de confusion. Je précise que je travaille très souvent avec le logiciel de la société qu'il édite et que j'en suis tout à fait fan. Donc, c'est pas un conflit d'intérêts, c'est un total intérêt pour la solution de Smart Global Governance. Olivier, c'est un centralien qui a une grosse expérience de l'entreprise, qui a créé, dirigé plusieurs entreprises et qui a pris et qui surfe depuis sur cette vague qui a été initiée par le RGPD, mais pas que le RGPD, pour tous les aspects de la gouvernance des entreprises, tel que moi je le vois dans ma pratique professionnelle, j'en ai déjà un petit peu parlé ce matin. L'explosion du volume de données qui sont traitées dans tous les domaines fait que le législateur ne peut plus nous dire à l'avance ce qu'il doit faire, comment on doit le faire, par des textes qui baliseraient exactement quelle doit être notre activité. La réponse législative, elle a basculé sur autre chose. C'est ce qui ressort de la plupart des textes européens, du RGPD, de la loi Nice, de la directive Nice, pardon, de la loi Sapin 2. On a des règles, on a des principes et on doit faire une mise en conformité de cette organisation et on doit être capable de démontrer qu'on respecte les règles et les principes. Ça ne peut pas se faire sans des outils, ça ne peut pas se faire sans de la technologie. Et donc, c'est pour ça que André Meyassou, Valérie-Laure Benambou et moi, il nous a paru important aujourd'hui de, à la fois, vous donner l'occasion d'entendre, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, des personnes qui ont une réflexion théorique sur l'évolution du droit et des technologies face aux mutations, mais aussi d'entendre ceux qui apportent des réponses.
Donc, nous allons entendre tout à l'heure la société WeDivorce et je te donne la parole maintenant, Olivier, pour nous expliquer comment toi, dans le domaine de la gouvernance, tu apportes ces réponses. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous et puis merci encore pour nous avoir sollicité. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je vais plutôt diffuser, moi, ta présentation, si tu veux bien, que partager l'écran. Oui, si tu veux. Alors, je viens de t'envoyer une version légèrement modifiée. Alors, ben, vas-y, alors partage ton écran parce que du coup, je n'ai peut-être pas la bonne version. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne version, donc je te laisse partager ton écran, ce sera plus simple. Je t'en prie. Voilà. Donc, alors là, pour l'instant, ça ne remonte pas, hein, le partage d'écran. On va attendre qu'il soit là. Parce que normalement, il faut que tu cliques sur le petit double écran en bas et il faut que je l'autorise. Ouais, c'est bon, il y a écrit « Votre écran est partagé par le biais de l'application ». Pour l'instant, nous ne le voyons pas. Alors, je vais arrêter la caméra. Je vais refaire un partage d'écran. Voilà, demande envoyée. Alors, ça va m'arriver, je pense. En attendant, je vais peut-être présenter Smart. Oui, volontiers. Pour compléter. Donc, on est une entreprise française. En fait, là, pour la petite histoire, donc j'avais une entreprise dans l'intelligence artificielle et j'ai eu un jour un choc émotionnel, un choc d'ego même, pour aller plus loin, parce qu'avec nos équipes, on avait créé une intelligence artificielle qui était extrêmement performante. C'était dans le domaine du trading de biens rares. Et en fait, la question qu'on s'est posée en équipe, c'était mais si nous, avec très peu de données, on arrive à être aussi performants, que font les GAFA avec l'ensemble des données personnelles qu'ils traitent? Et ayant dans la maison 5 enfants, je me suis dit, avec les connaissances que tu as, si tu n'étudies pas ça, ça risque d'être difficile. Et donc, c'était en 2016. Et à partir de là, il y avait des discussions autour de GDPR. Je me suis dit que la meilleure moyen d'aider l'IA, bah, écoute, présente les slides que je t'ai envoyés dans ces cas-là, je te dirais de passer. J'ai raccourci la présentation. Alors, par contre, rallume ta caméra parce que tu as disparu. Oui. Et donc voilà, et donc l'idée c'était en 2016 de rendre le contrôle de leurs données personnelles aux individus. Et le meilleur moyen c'était de leur faire appliquer le RGPD. On pensait à l'époque que ce serait sans doute une réglementation précurseur et qu'un jour il y aurait des réglementations dans le monde qui viendraient la compléter. C'est venu plus vite que prévu. Et en fait, en travaillant avec nos clients dans le domaine du RGPD, alors, c'est pas la mienne, celle-là. Oui, non, je sais, je suis en train de chercher désespérément la tienne. En fait, en travaillant dans le domaine du RGPD, on a discuté avec nos clients qui nous ont expliqué qu'aujourd'hui, voilà. C'est ce qu'on voit à l'écran. En fait, tu peux aller directement sur le slide 2. Hein. Merci. Ils étaient en vraie difficulté, même le 3, pardon. On va faire une présentation iconoclaste. On va faire du patchwork. Le vrai sujet, il est là en fait. Le sujet, c'est que les lois et les normes doublent à peu près tous les 20 ans et que le volume de données traitées, lui, double à peu près tous les 18 mois dans les organisations. Et en fait, la conjonction des deux fait en sorte que il y a énormément de retard de conformité et que et du coup, devenir et rester conforme prend de plus en plus de temps, de ressources, de budget et d'actions redondantes. Et en fait, quand on parle de notre sujet, on est dans un sujet où on augmente les capacités, on va dire, quantitatives de traitement à la fois des services juridiques, des services compliance et de leurs conseils, sans enlever l'intelligence. Donc en fait, ce que peuvent permettre de faire aujourd'hui les solutions, elles le font très bien, c'est manuel et il y en a beaucoup. C'est d'identifier les redondances entre les obligations légales, les points de contrôle, les actions de conformité. Et il y en a beaucoup. Et c'est de finalement présenter la bonne information au bon format pour faciliter les bonnes prises de décision. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, le marché de la conformité aujourd'hui, il y a des logiciels. C'est un énorme marché déjà parce qu'il adresse beaucoup de monde. Donc, il y a 67 millions d'entreprises
présentes au sein du G20 qui sont soumises peu ou prou à des réglementations de type enfin data privacy, par exemple, dont 61 millions comptant moins de 10 employés qui peuvent être touchés selon les pays. Si tu peux aller sur le slide suivant. Tout de suite. Et en fait, c'est un marché énorme. Alors, on s'en rend pas compte. Moi-même, j'étais étonné quand j'ai vu cette étude en me disant waouh, il y a vraiment du potentiel. Aujourd'hui, plutôt en 2019, il s'est vendu pour 31 milliards de dollars de logiciels ayant trait au legal et à la compliance dans le monde, ce qui est assez énorme. Et alors, si on voit sur le slide suivant, on va se rendre compte que c'est un marché qui aujourd'hui est Aïe. J'ai perdu Olivier là. Hein, il n'y a plus personne. J'étais éjecté, mais je suis revenu. Voilà. Donc, okay. Donc, je vous disais que c'est un marché de 31 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Et en fait, c'est un marché qui est essentiellement tenu par des acteurs anglo-saxons. Donc, vous voyez à gauche. Et ce qui peut poser, et on le voit avec les discussions au niveau européen sur le Digital Service Act, peut poser des questions de souveraineté, parce que quand on y réfléchit bien, quand dans ces logiciels legal and compliance, vont se retrouver beaucoup d'informations qui sont des informations souvent confidentielles, voire hautement confidentielles, puisqu'on peut y retrouver les circuits décisionnels, les organigrammes, les noms des clients, les noms des fournisseurs, les litiges potentiels. Et donc, se posent des questions. Il y avait d'ailleurs un avertissement je ne sais pas si vous avez lu l'article, certains parmi vous de la DGSI, qui, je crois, il y a 2 jours, qui mettait en garde les entreprises sur l'usage du cloud et des solutions dans le cloud. Donc, tout ça pour dire que c'est un marché énorme. Aujourd'hui, c'est un marché qui est anglo-saxon, pour faire simple, puisque je pense que sur les 39 milliards, il y a 39 milliards moins quelques dizaines de millions pour des acteurs européens. Et donc nous, Smart, on a fait le pari d'essayer de concurrencer ces sociétés en créant notre solution, en la commercialisant depuis un peu plus d'1 an. Alors c'est assez difficile en fait parce que déjà on arrive après, ce qui est plutôt une bonne chose parce que au final on a pu observer comment évoluer les solutions, mais c'est difficile de se faire une place au soleil face à des gens qui peuvent dépenser des millions et des millions d'euros en publicité. Alors pour autant, on en est où 2 ans après la création de l'entreprise, on est à peu près 80 personnes. Là, on va finir l'année avec entre 8 et 9 millions d'euros d'abonnement, de booking sur notre solution. On est la seule société française qui fait l'équivalent des solutions US, et on fait même un peu plus. Alors après, je vous partagerai notre vision si tu peux passer le slide. On fait même plus en termes de fonctionnalité et on est en train de gagner. Donc en fait, si on raisonne d'un point de vue stratégique aujourd'hui, et sans parler de Smart, les sujets en fait quand on choisit une solution de legal and compliance, c'est comment concilier les objectifs de gouvernance et les contraintes de conformité. Comment concilier mes objectifs de croissance, de rentabilité avec les contraintes de conformité qui sont souvent perçues comme limitantes par rapport à mon champ d'action. Et donc, en fait, là où le conseil joue son rôle, la solution peut opérationnaliser finalement les avis du conseil et les prises de décision des organes de gouvernance, puisqu'aujourd'hui, toutes les plateformes permettent de s'adapter à la vision de la conformité de l'organisation, à la fois aux contraintes, aux interprétations même de la conformité par rapport au métier, aux stratégies de déploiement. Et puis, il y a des solutions comme les nôtres qui, en plus, peuvent fournir un appui avec de la veille légale sur beaucoup de juridictions couvertes et puis beaucoup de domaines de droit. Donc, en fait, le sujet souvent de la conformité, il est abordé avec
et du legal, en tout cas de sa digitalisation, est abordée avec le conseil. On va dire dans une logique de force-faiblesse, opportunité-menace. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a souvent très bonnes compétences internes, il y a une volonté, une envie de faire évoluer les comportements vers plus de conformité, pour plus de résilience. En revanche, en faiblesse, il y a souvent des budgets limités, très limités même, et il y a beaucoup d'écart entre ce qui est documenté dans les process et la réalité opérationnelle. C'est-à-dire que souvent, on nous dit, écoutez, moi, ça, j'ai fait mon travail, par exemple, GDPR, je suis conforme, j'ai mon registre de traitement, j'ai fait ce qu'il fallait. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est, OK, on a fait les process, on a fait le registre, mais est-ce que c'est réellement appliqué? Et donc, c'est là où des solutions technologiques peuvent aider, puisque dans un cas comme ça, souvent on fonctionne par sondage, c'est-à-dire qu'on va la regarder à droite à gauche si c'est bien appliqué. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des solutions comme la nôtre qui sont capables d'aller faire un data catalogue de l'IT et puis d'aller comparer ce qu'il y a dans l'infrastructure informatique avec ce qu'il y a dans les registres de traitement pour dresser des écarts et donc permettre au DPO et à son conseil de pouvoir déterminer si le registre de traitement doit être complété ou si l'information doit être effacée, supprimée, anonymisée. Donc ça fait partie des faiblesses. Et du coup, les menaces, quelles sont-elles dans le cadre de cet afflux de conformité non traité? Parce que budget limité, ressources limitées, c'est des menaces de réputation. On le voit aujourd'hui des campagnes de presse, de manipulation dans les réseaux sociaux. On parlait d'enjeux démocratiques. On voit ce qui se passe avec les effets amplificateurs des réseaux sociaux. Il y a la responsabilité personnelle des dirigeants et puis il y a les sanctions financières. Puis l'opportunité quand même, c'est peut-être la meilleure manière de voir la compliance. C'est en fait de se dire que on peut renforcer le climat de confiance. Et quand on y réfléchit bien, montrer qu'on est conforme, montrer un certificat de conformité ou avoir un audit d'un tiers qui indique qu'on respecte ses obligations, c'est aussi le moyen peut-être privilégié pour pouvoir montrer à toutes ces parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, que on fait ce qu'il faut pour participer à la vie civile et que finalement, en créant cette confiance, on crée aussi le terreau pour renforcer les affaires demain, puisque si Nicolas disait tout à l'heure qu'il utilisait notre solution, s'il utilise notre solution, c'est qu'il nous fait confiance. Donc en renforçant la confiance, eh bien on peut renforcer le business, et c'est souvent une dimension qui est oubliée. La conformité, c'est un investissement pour faire plus de business avant tout. Avant tout. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc bon, on va pas parler de smart. Des questions, je vous invite à me contacter peut-être ultérieurement. Si tu veux, on peut passer. On a des cas d'école, des cas d'usage. Alors oui, c'était peut-être pour vous parler quand même de vision de ce que ça peut apporter en fait une solution. Alors là, j'ai mis grâce à Smart Dual Governance dans la nouvelle version. Je l'avais enlevé parce que je trouvais ça trop publicitaire. Mais globalement, les solutions permettent d'une manière générale de gagner en productivité. C'est entre 25 à 75% de productivité. Si on prend deux exemples, vous avez dans le cadre des industries pharma, de l'anti-cadeau, vous pouvez digitaliser un processus, par exemple, où un employé va faire une demande de cadeau au compliance officer qui après faire ses déclarations 2 fois par an. Ça, c'est très bien. Donc là, vous pouvez gagner en productivité en digitalisant, en pratique. Là, vous pouvez gagner énormément en productivité, c'est dans le contrôle de ce process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent d'aller se connecter à la fois aux solutions utilisées par le compliance officer, mais aussi à la fois à la comptabilité et de faire le rapprochement. C'est-à-dire d'identifier est-ce que j'ai des cadeaux qui sont entrés en compta, mais qui ne sont pas passés par mon process lié au compliance officer. Et là, le gain de productivité, il est énorme parce qu'on passe d'un contrôle qui est ponctuel, et puis par sondage, donc un petit peu au hasard, à un contrôle qui est permanent et systématique et qui permet d'identifier des écarts de conformité. Donc ça, c'est vraiment un exemple assez énorme, ou dans le cadre
de data privacy, ça peut être les contrôles qui peuvent être faits, c'est sur les flux de données. Donc, dans le cadre de transferts internationaux, est-ce que mes SCC ou mes BCR qui ont été digitalisés sont vraiment appliqués dans la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres flux d'informations qui sont transférés et que je n'aurais pas déclaré? Tout ça, c'est très compliqué à gérer sans outil. Donc, l'outil permet de détecter les écarts et les remonter au client et à son conseil qui peuvent du coup amender soit leur politique, soit prendre les mesures techniques nécessaires pour que ça ne se produise plus. On peut passer si tu veux. Donc, si je passe une seule slide ou si tu veux que j'en passe plusieurs. Ouais, je te remercie. Très bien. Donc là, en fait, simplement les propositions de valeur pour les conseils, en fait, c'est de proposer finalement des prestations outillées. Ben, il y a trois bénéfices. C'est déjà de constituer contribuer à un écosystème bienveillant, parce qu'en fait, quand ensemble, on va renforcer le niveau de conformité d'une organisation, eh bien, ça contribue à l'ensemble de la société. Ensuite, le deuxième point, c'est c'est d'accentuer des démarches d'innovation. Je pense que tous les clients sont en tout cas, beaucoup de clients sont friands de savoir comment le marché évolue, et c'est le rôle du conseil de le mettre en avant. Puis c'est également un atout, je pense, pour le conseil de présenter des solutions et de créer des bundles entre conseil et enfin conseil outillé pour simplifier, qui permettent de développer le chiffre d'affaires et de rentrer dans des logiques j'allais dire de récurrence. Je m'explique, quand on parle de digitalisation de conformité, au final, qu'est-ce qu'on a digitalisé? On peut digitaliser du process interne, on peut digitaliser de l'ISO, de la cybersécurité, du RSE, du sapin, du RGPD. Tout ça, se fera pas d'un coup parce que les organisations ne sont pas prêtes. Donc, elles ont besoin d'un conseil qui les aide, qui les prenne pas à pas en les connaissant pour les accompagner vers plus de digitalisation, qui leur donnera certes plus de productivité, plus de conformité, plus de sécurité. Ce qui veut dire aussi que pour le conseil qui les fait entrer dans cette démarche-là, il va y avoir un développement de fait de son chiffre d'affaires. Tu peux passer si tu veux, Nicolas. Bon, on peut passer également celle-là, c'est un peu trop publicitaire. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer, vous illustrer en fait des étapes les grandes étapes en fait d'un projet de conformité digitalisé, de mise en conformité. Donc dans la plupart des cas, il y a une première étape avec des cadres qui sont prêts à l'emploi et qui sont personnalisés par l'entreprise et son conseil pour les adapter au contexte. Donc des cadres de conformité, ça peut être de l'anticorruption, des plans de continuation d'activité, de l'ISO, de la data privacy. En deux, et c'est là la grosse révolution par rapport à un mode de travail traditionnel, c'est que il y a des diagnostics collaboratifs qui peuvent être distribués, c'est-à-dire que jusqu'à présent, souvent, il y a des entretiens one-to-one qui sont faits sur lesquels il y a des comptes rendus. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser des questionnaires existants ou de digitaliser des questionnaires d'interrogation auprès de vos clients et de les diffuser simultanément à l'ensemble des équipes, voire de diviser ces questionnaires en sous-questionnaires pour les adresser aux bons interlocuteurs dans les équipes, dans vos équipes ou celles de vos clients. Et vous avez également la possibilité de compléter cette collecte d'informations déclaratives par de la collecte d'informations automatiques, donc basée sur de la data discovery, donc du scan de parcs informatiques. La troisième étape, en fait, c'est l'identification des écarts de conformité avec ce qui était prévu et ce qui est réalisé, avec en 4 une cartographie des risques qui va être automatisée. Et là où ce qui est intéressant et ce que permet l'outil, c'est ça vous permet d'expérimenter des scorings personnalisables. On a par exemple aujourd'hui, on travaille avec un client qui et à la fois un axe RGPD et un axe RSE avec sa charte éthique, et qui a voulu, dans sa charte, prendre en compte le traitement des données personnelles, et donc a besoin d'évaluer son programme RGPD avec à la fois un scoring de conformité lié aux attentes de la réglementation, mais également un scoring de conformité lié à ses enjeux éthiques. Et donc ça, c'est très compliqué. En revanche, quand son conseil lui-même l'implémente dans une solution comme la nôtre, il va pouvoir déployer sur l'ensemble de ses traitements les mêmes critères de scoring et donc pouvoir remonter à la fois pour la RSE et pour le RGPD
l'évolution de sa conformité. Ce ne serait pas possible sans outils, mais ce ne serait pas non plus possible sans conseil pour aider à paramétrer la solution. Et le cinquième point, donc quand on a cartographié ces risques, quand on les a scorés, quand on a son plan d'action, eh bien, c'est de faire de la remédiation. Et là, ce qui est aussi génial par rapport aux solutions, c'est la capacité en fait de faire de la correction, de la remédiation collaborative, c'est-à-dire que finalement la documentation se met à jour en même temps que les actions de correction de conformité sont mises en place, ce qui fait gagner un temps fou, ce qui est valorisant également pour les compliance officers, les legal officers et puis vis-à-vis de leur management parce qu'ils peuvent présenter des tableaux de bord personnalisés sur mesure et mis à jour en temps réel. Alors on peut passer, je voulais donner, on peut passer 2 slides si tu veux, Nicolas. Ou même celui-là, on peut le passer, je pense. Voilà, donc après, l'enjeu, une fois qu'on a mis en conformité, je pense que c'est un des vrais enjeux qui est tendance aujourd'hui, qui sera probablement l'enjeu majeur d'ici 18 mois chez les clients, c'est tout ce qui tourne autour du contrôle de conformité. Aujourd'hui, les risk managers, les contrôleurs internes, voire les auditeurs internes, travaillent encore avec beaucoup d'Excel, beaucoup de papier. Or, en fait, la révolution de la digitalisation de leur métier peut leur faire gagner énormément de temps et de combler les retards en fait qu'ils peuvent avoir. Donc l'idée d'une solution ici, c'est d'importer les plans de contrôle, donc souvent des plans de contrôle Excel, et en fait de mutualiser automatiquement les exigences entre chacun de ces plans de contrôle. Donc l'idée en fait, c'est de réduire les doublons dans les contrôles, donc de simplifier, de rendre ça plus fluide, plus rapide, et ensuite de rendre ces contrôles, d'exécuter ces contrôles de manière collaborative. Donc là, questionnaire, checklist envoyé aux parties prenantes, et ou là encore scan IT, donc pour aller chercher, se connecter à des bases de données externes comme du Dun & Bradstreet, comme du Dow Jones, comme des bases de données publiques, de faire du vendor risk management, c'est-à-dire d'aller envoyer des questionnaires aux parties prenantes tierces, aux fournisseurs, questionnaires qui vont être analysés automatiquement par le système, qui vont alimenter les plans de contrôle. Puis c'est également la recherche interne, donc par la data discovery, d'aller chercher l'information qui manque de telle manière que le contrôleur interne, quand il ouvre son plan de contrôle, il soit déjà préalimenté d'informations qui soient fiables et qui puissent aller compléter la recherche d'informations par des questionnaires qui vont lui permettre également de collecter ces preuves de conformité. Et donc, étape 3, ça c'est la deuxième étape. Étape 3 qui est l'identification des écarts. Étape 4, les alertes finalement qui ressortent des analyses d'écarts. Et puis l'étape 5, la remédiation et la gestion, le tout étant dans un cycle. Donc en fait, on le voit, les plateformes, donc qu'elles soient américaines, françaises, permettent de fluidifier le process et d'éviter les tâches manuelles et répétitives. Je vois qu'il y a l'heure qui tourne, donc je vais peut-être m'arrêter là et peut-être répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de... Non, il n'y a pas spécialement de questions dans le chat. Bon, alors, je ne sais pas si on m'entend, donc j'attends d'être... Tu m'entends, Olivier? Oui, donc si tu m'entends, je pense que... Oui, je t'entends très bien, oui. Là, je t'entends plus, en revanche. Me revoilà. Excuse-moi, j'ai des problèmes de stabilité du réseau cet après-midi. Ça a bien marché ce matin, mais cet après-midi, c'est un petit peu catastrophique. Non, je pense que ce qui est vraiment important
Alors, j'ai eu quelques problèmes techniques, je viens de changer de réseau, je ne sais pas. Quelques instants également. Voilà, alors j'ai quelques problèmes techniques, je viens de changer de réseau pour essayer de les résoudre, je suis désolé. En tout cas, je pense que tout le monde a très bien entendu toute ton intervention, donc ça, s'il n'y a pas eu de problème à ce sujet-là. De mon côté, c'était assez catastrophique, donc j'espère que l'enregistrement a marché. J'ai un petit doute parce que j'aimerais bien la réentendre. Je me suis beaucoup battu avec ma machine, même si globalement je connais. Ce que je voulais dire au moment où ça a coupé, c'est que voilà, ça renvoie deux visions de la conformité, où tu offres des outils et où effectivement, nous, professionnels, dans notre quotidien, on s'aperçoit de plus en plus qu'on ne peut pas travailler sans ces outils. Donc, c'est pour une profession comme la mienne, une révolution de plus à aborder, bon, moi j'ai commencé dans ce métier à une époque où il n'y avait pas d'informatique dans les cabinets d'avocats du tout. Donc là, il ne s'agit plus d'utiliser l'informatique, il s'agit d'utiliser les outils pertinents par rapport à ces législations et la complexité de ces législations liées aux masses et à la nature des traitements sur lesquels elles portent font qu'on a une nécessité absolue d'être outillé. Donc voilà, donc merci beaucoup pour ça. Je le mettrai à destination des personnes qui suivront cette conférence, qui l'ont suivie ou qui la suivront puisqu'il va y avoir un replay, ta présentation, mais du coup je ne l'ai pas mise pour l'instant puisque tu m'en as envoyé une autre tout à l'heure, donc je vais attendre de pouvoir récupérer, mais je ne peux pas le faire en même temps, la bonne présentation pour la mettre. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Pour plus d'informations, je renvoie les gens vers le site de Smart. Et donc, nous allons poursuivre. Je ne crois pas qu'il y ait eu particulièrement de questions. Je remercie Élise qui doit être par là aussi d'avoir participé. Donc, normalement, il devait y avoir une intervention de monsieur le conseiller Vincent Vigneault, qui est conseiller à la Cour de cassation. Cette intervention n'est pas possible parce qu'il n'est pas disponible, mais elle a été enregistrée hier, et donc je suis en train de vous mettre, on va voir si ça marche, le voilà. Donc je viens de mettre dans le chat un lien vers YouTube, puisque nous ne pouvons pas diffuser l'intervention de Vincent Vigneault, qui en plus est un petit peu plus longue que ce qui était prévu, mais alors, donc, puisque moi je l'ai écoutée hier, qui est absolument passionnante, puisqu'elle rentre dans un détail précis et total de cette problématique de la signature des contrats à distance dans le monde des technologies, dans toute cette évolution depuis la location des trottinettes jusqu'au fait de commander des livraisons de nourriture, jusqu'à tous les types d'achats en ligne pour les transports, etc. Donc, Vincent Vigneault, qui est magistrat, qui est conseiller à la Cour de cassation, après avoir été longtemps vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, et il avait un poste qui nous, professionnels de cette matière, faisait qu'on allait souvent devant lui parce que c'était lui qui était en charge de l'appréciation et, s'il les acceptait, de la signature des requêtes pour les constats 145 ou bien les saisies contrefaçon au tribunal de grande instance de Nanterre, avec une très très grande compétence sur ce sujet. Mais là, il intervenait sous une autre casquette qui est celle de président de la commission des clauses abusives. Et donc c'est sous cet angle de vue, avec en tant que personne président de la commission compétente sur ce sujet, qu'il s'est exprimé. Donc, je vous invite à suivre le lien YouTube que je vous ai mis dans le chat. Il est aussi dans les documents qui sont joints que vous pouvez télécharger, et aller entendre cette intervention très intéressante de monsieur le conseiller Vigneault. Et je vous propose de nous retrouver pour la dernière partie de cette conférence, en dernière partie d'après-midi, c'est-à-dire le 4e webinaire, et donc aller dans une 4e salle pour retrouver cette fois les deux responsables promoteurs du site WeDivorce, qui va nous expliquer une autre manière d'utiliser les technologies par rapport, alors là, non pas
à des pratiques qui sont nouvelles, comme celles qu'on a abordées avec Smart Global Governance, mais avec une législation qui est ancienne, mais qui est forcément confrontée à l'évolution des technologies, et puis qui est confrontée avec cette incompréhension de plus en plus grande de l'ensemble des concitoyens de ne pas pouvoir aborder la chose judiciaire à distance comme ils le font pour beaucoup d'autres choses, y compris pour la plupart des démarches administratives non judiciaires. Donc là, on a une réponse à ça et on va avoir une intervention très intéressante à ce sujet. Et en clôture, une intervention de monsieur le professeur Berlioz, qui est le directeur de l'école de formation du barreau de Paris et qui est pour moi, et c'est vraiment pour ça que je suis vraiment très heureux qu'il vienne, une des personnes qui a une vision la plus claire de l'évolution de la profession d'avocat et qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Donc je vous laisse basculer sur YouTube pour l'intervention de Vincent Vigneault et je vous dis à tout à l'heure de nouveau sur Webikeo. À tout à l'heure.